Mesdames et messieurs, rebonjour. On est avec Ibrahima Assouri Diabaté, analyste. Ibrahima, comment ça va? Je vais très bien, Ibou. J'espère que tu vas bien aussi et que tes auditeurs aussi nous reçoivent en bonne santé. Oui, ils vont très bien. C'est la version française de notre émission Sujet d'actualité. Les auditeurs te passent le bonjour. Ils vont tous très bien. Le retour annoncé du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ibrahima Assouri Diabaté, quel est ton avis? Merci, Ibou, pour la question. Effectivement, ça vaut au moins près de 2 à 3 semaines maintenant qu'on entend ce retour-là. Oui. Et les soutiens, ou je ne sais pas, disons les proches du Premier ministre l'ont annoncé sur la toile il y a de cela 2 à 3 semaines. Mais l'autre jour, lors d'une émission, il y a un membre du M5 RFP qui est réputé proche du Premier ministre, a dit que le Premier ministre sera de retour courant cette semaine. Donc là, il a quand même donné la précision. Je ne sais pas si on doit prendre l'information avec des pincettes ou bien si on doit en tout cas croire en l'info. Et tout semble quand même indiquer que le Premier ministre est sur le point de revenir aux affaires. Voilà. Donc, en tout cas, on n'a pas encore entendu, en tout cas, de réaction officielle de la classe politique par rapport à cette annonce, parce que il faut reconnaître que Choguel, certains l'avaient même placé à l'article de la mort. D'autres avaient dit qu'il était au repos forcé. Certains ont dit que non, que c'est une manière de le mettre de côté. Bon, on a vu qu'avec le temps que c'était parce qu'il était malade, même si les autorités n'ont pas communiqué officiellement sur le sujet, mais quand même à travers les canaux d'information que nous disposons. Et nous avons su qu'il était malade. Donc on apprend qu'il s'est remis, il a fini sa convalescence. Ouais. Mais comment comprendre que personne ne veuille dire qu'il est malade? Bon, moi je crois que tu sais, le pouvoir a toujours été entouré de mystères. Tu sais, le pouvoir, quand on dit pouvoir, déjà le mystère est sous-entendu. Parce que le pouvoir, il y a certains sujets sur lesquels le pouvoir ne communique pas. Absolument. On préfère laisser l'opinion, les gens opiner. Certains font des spéculations. J'ai dit que c'est pas une bonne chose de mon point de vue. Dans les pays développés, je crois que ça ne se passe pas comme ça. Parce que l'opinion a besoin d'être éclairée, c'est-à-dire que de façon discontinue. C'est-à-dire que de façon, en fait, là, permanemment, on a besoin d'éclairer la lanterne de l'opinion, parce que si on ne le fait pas, les gens vont faire des spéculations, les gens vont se mettre des idées dans la tête, alors que la réalité peut être tout autre, quoi. Donc, je crois que quand il y a des situations de ce genre, on est des êtres humains, on est tous appelés même à mourir, donc on est des mortels. Alors, il est clair que il est évident que tous les êtres humains sont appelés aussi à tomber malades. Donc, quand il y a ce genre de choses, mais comme c'est le pouvoir, parce qu'on s'est dit, à chaque fois qu'un dirigeant est malade et qu'on dit qu'il est gravement malade, tout de suite, il y a certains qui pensent déjà à la succession. Effectivement. Voilà, alors que le pays est organisé, ou le pouvoir est organisé de sorte que si le Premier ministre est empêché temporairement d'exercer, c'est-à-dire que sa mission, il y a quand même, il y a déjà, dans l'ordre, il y a déjà un ministre qui est là, qui se positionne, donc il y a sur l'intérim. Ouais. Alors, mais donc, maintenant, quand il va venir, est-ce qu'il pourra tenir? Ça, c'est un. Et puis, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il va y avoir un remaniement ministériel? Est-ce qu'il va y avoir quoi, à ton avis? Bon, moi, je crois que si on suit vraiment l'évolution normale de la situation socio-politique institutionnelle au Mali, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il y aura un remaniement ministériel. Parce que on se souvient qu'après les assises nationales de la refondation, lors des assises, il a été dit que le CNT et le gouvernement devraient s'ouvrir. Donc que l'on doit élargir et le gouvernement et le CNT. Donc on a déjà procédé à l'élargissement du CNT.
où il y a 26 nouveaux membres qui se sont ajoutés aux 121 qui étaient déjà présents pour compléter à 147. Donc, quoi de plus normal que ce soit maintenant le tour du gouvernement qui va certainement s'ouvrir. Et d'ailleurs, même bien avant la maladie du Premier ministre, on avait entendu que il y avait les consultations avaient déjà été entamées. Oui, mais est-ce qu'ils vont continuer malgré les bruits qu'il y a eu dernièrement? Dernièrement, il y a eu des bruits par rapport à l'augmentation du budget du CNT, à l'augmentation du budget de la présidence, etc. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir continuer à augmenter un petit peu le nombre de ministres, sachant que les gens vont dire que c'est une augmentation? Non, il faut qu'on se comprenne. Pour le cas du CNT, on a parlé d'ouverture du CNT. L'ouverture du CNT a des forces qui auraient été, c'est-à-dire que laissées pour compte, en tout cas qui n'avaient pas intégré le CNT. Donc, on a décidé de faire une ouverture pour intégrer ceci. Maintenant, pour le cas du gouvernement, ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même procédé. On a limité déjà le nombre des membres du gouvernement. On a déjà donné un nombre qui est déjà là, qui ne doit pas varier. Maintenant, quand on dit un remaniement, cela ne voudrait pas forcément dire que l'on va augmenter la taille du gouvernement. D'accord. C'est qu'il y aura des sorties et il y aura aussi des personnes qui vont faire des rentrées. Donc, moi, je crois que je le vois la chose sous ce angle. Et selon toi, qui va sortir? Là, je suis pas dans les secrets de Koulouba, mais voilà, déjà quand même, il y a, bon, je crois que ça, on le saura dans les jours à venir, ce serait prématuré de se prononcer sur ça, et parce que bon, ce qui est sûr quand même, on va procéder certainement à une évaluation de la mission de chaque ministre, de chaque ministère, et certainement ceux qui auront une bonne note, bon, sont susceptibles d'être reconduits, et bon, ceux qui auront des notes médiocres, voilà, je crois qu'ils doivent être remerciés de mon point de vue. D'accord. Mais à ce stade, je ne peux pas prononcer de parler de... D'accord, mais et le PM, c'est bon, il pourra tenir le coup, c'est ça? Bon, le PM, là, franchement, je ne peux pas dire qu'il va tenir ou qu'il ne pourra pas tenir. Moi, en tout cas, il y a de cela quelques mois où j'avais pensé que c'est quand même, ce serait peut-être un peu gauche quand même que le PM parte de la sorte. Moi, j'avais imaginé un scénario, ça m'engage ça n'engage que ma personne. J'avais dit que le Premier ministre devrait revenir si jamais il se rétablissait, revenir, même si bon, on n'a pas l'assurance qu'il va pouvoir continuer à faire son boulot, à faire le travail de la mission. Donc il va au moins revenir pour la forme, peut-être juste le temps de continuer les consultations, et quand l'équipe sera maintenant prête, si lui il n'est plus disposé à continuer voilà, sa mission, donc peut-être qu'on pourra procéder à son remplacement et désigner un autre PM. Bon, là, c'est là aussi il y a tous les enjeux, parce que si certains sont favorables à ce que le Premier ministre intérimaire soit confirmé, ben, d'autres ne pensent pas de cette manière. Personnellement, je me dis, l'actuel Premier ministre intérimaire qui est aussi ministre de l'administration territoriale, non moins porte-parole du gouvernement, alors avait quand même réussi à fédérer autour de lui, en tout cas l'ensemble de la classe politique, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc c'est quelqu'un qui jouit d'une certaine notoriété, d'une certaine confiance de la part de la classe politique. Alors si on l'enlève du ministère de l'administration territoriale, où il y a un cadre de concertation, c'est-à-dire que des partis politiques, et donc, si on l'amène au niveau de la primature, alors ce cadre-là, qui va venir à sa place et avoir la confiance de la classe politique pour pouvoir continuer à fonctionner, pour que ce cadre-là puisse continuer à fonctionner. Alors, déjà qu'il y a la confiance entre le ministre Maïga, Abdoulaye Maïga, et la classe politique, alors je me dis qu'il est quand même intelligent mieux de le maintenir à son poste, et surtout encore que c'est lui qui est censé organiser les élections. D'accord. Alors si on le maintient à la primature, bon, ça va vraiment, il y aura un chevauchement, quoi. D'accord, très bien. Alors donc on attend, on va voir si les rumeurs du retour du PM seront en réalité, on verra bien. On va à notre deuxième sujet. Il paraît que la vie est chère. La vie est-elle chère réellement? Oui. Ibou, elle est chère, et elle est encore plus chère pour le Malien. Ouais. Parce que nous venons de loin.
Nous venons de loin, nous avons connu, après l'épisode de la malgouvernance sous le régime IPK, qui nous a conduit, en tout cas, à 2 coups d'État. Il y a eu les sanctions de la CEDEAO, et bien avant les sanctions, il y a eu déjà la crise sanitaire, donc qui a considérablement réduit, en tout cas, qui a été un choc économique et qui a été ressenti par tous les pays du monde entier, pratiquement. Donc, et le Mali aussi. Donc, et aussi, après ça, il y a eu les sanctions de la CEDEAO pendant 7 mois. 7 mois. Et en plus de ça, avec toutes les conséquences que nous connaissons, et en plus de ça, il y a certains Maliens, certains commerçants, certains opérateurs économiques qui sont des spécialistes de la spéculation et qui ont aussi profité de la situation pour rendre encore la vie plus difficile aux Maliens. Plus difficile. Alors, quand bien même que ces produits qui sont spéculés et que la quasi-totalité, en tout cas en ce qui concerne les denrées de première nécessité, ont tous bénéficié des subventions de l'État, donc qui ont été exonérés. Mais malgré cette exonération, les prix sont restés, c'est-à-dire que élevés, très chers sur le marché. Mais l'État n'a pas su mettre en place un mécanisme capable quand même de pouvoir vraiment obliger les gens à respecter les prix sur le marché pour qu'il n'y ait pas de spéculation, mais malheureusement, on a assisté à cela. Alors, poser la question aujourd'hui, si la vie est chère au Mali, alors la vie, elle est très chère au Mali. Il faut le reconnaître, même si cette cherté n'est pas imputable aux seules autorités en place, à la gouvernance actuelle. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Il y a les enjeux géopolitiques et géostratégiques donc, qui font tout cela rentrer en ligne de compte. Et forcément aussi avec la crise économique qui entraîne une dépréciation, c'est-à-dire que de plusieurs monnaies, et notamment même la monnaie la monnaie euro. Le dollar, l'euro. Voilà, le dollar il monte, lui il s'apprécie, le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, c'est vrai. Voilà, donc le dollar est monté et il y a eu une dépréciation de l'euro. De l'euro, et de effectivement. Pas mal de monnaies. Donc du coup, et nous avons une monnaie arrimée à l'euro. Arrimée à l'euro. Donc forcément, ça va jouer sur nous. Alors notre monnaie va se déprécier aussi. Voilà. Par rapport, mais on annonce que le taux d'échange c'est 655, voilà, 1 euro, mais tout cela, ça c'est des chiffres qu'on dit, mais sur le marché, nous savons que la réalité est tout autre. Ouais, c'est vrai. Le panier de la ménagère est en train de s'appauvrir. C'est dur, c'est dur. De la ménagère, voilà. Donc c'est dur pour le Mali ou bien pour tout le monde? C'est dur pour le Mali, pas pour le Mali seulement, c'est dur pour aussi nos voisins. Mais ça l'est encore plus pour nous, parce que pour des raisons que j'ai expliquées tantôt, il y a non seulement le fait que l'État n'est pas parvenu à maîtriser les prix sur le marché, et l'État, ceux à qui l'État a fait des exonérations, ceux-ci aussi n'ont pas tenu parole, et l'État n'a pas eu de moyens. Certains opérateurs économiques. Certains opérateurs économiques. Donc l'État n'a pas su vraiment jouer pleinement son rôle pour maîtriser le prix, c'est-à-dire que des marchandises sur le marché. Et il y a aussi la spéculation aidante. Donc certains sont spécialisés dans ça. Quand il y a seulement la disette, une fois qu'il y a un produit, comme on dit, la réalité des produits entraîne forcément la flambée des prix. Et j'ai appris que l'État, pour trouver une solution définitive à cela, dans les semaines et dans les mois qui viennent, l'État compte avoir de très grands magasins à travers lesquels l'État va fournir lui-même l'engrais, il va fournir des intrants agricoles, il va fournir lui-même du carburant et tout ceci qui vont nous parvenir de la Russie. C'est ce qui a été dit. Donc c'est un petit peu comme si on se retrouvait à l'époque de la Somiex. Alors on va avoir comme une société étatique qui va s'occuper des denrées de première nécessité pour les Maliens afin que l'État lui-même continue à contrôler cela. En tout cas, c'est ce que nous avons appris. On va voir si ça se passera comme ça. En tout cas, la vie, elle est quand même pas mal. Elle est pas mal chère quand même. Elle est un peu chère. C'est un peu difficile. Mais qu'est-ce que l'État doit faire au-delà du fait que, c'est vrai, ils n'ont pas pu contrôler certains opérateurs économiques qui ont eu des subventions, mais qui ont fait ce qu'ils voulaient. Et l'État, dernièrement, on a vu le Premier ministre qui a fait une grande rencontre avec les acteurs pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire par rapport à cela, n'est-ce pas? Si. Ben, je crois que déjà l'État a compris qu'il doit agir.
Le gouvernement a compris qu'il doit agir. Je crois que le gouvernement, comme tu viens de le dire, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Peut-être que ces mesures-là, nous verrons les effets dans les jours ou mois à venir. Et je crois que aussi, il faudrait que les structures qui ont été créées par l'État, les structures qui existent déjà, qui doivent contrôler le marché, je crois que la direction du commerce, de la concurrence, et ils doivent vraiment jouer leur rôle. Mais voilà, faire boucher double, parce que là, certainement, ils sont aussi limités en termes de ressources humaines. Certainement, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour faire un meilleur maillage du territoire. Et même si on parvient à maîtriser les prix à Bamako, si on n'a pas les moyens de le faire à l'intérieur, le problème va demeurer. Ça va pas être bien. Et puis un bon conseil, si l'État faisait venir du carburant, des hydrocarbures, des intrants, de l'engrais, tout ce qu'ils veulent faire venir de d'autres pays, notamment la Russie, eh bien l'important ce n'est pas de faire venir les choses, il faut les faire venir certes, mais le plus important c'est de pouvoir maintenir les prix qu'ils veulent faire maintenir sur le marché, parce que il y a des spéculateurs partout, il y a des gens qui peuvent prendre gratuitement avec l'État et aller vendre. Et si l'État ne veut pas que ce soit vendu, en tout cas l'État a du boulot par rapport au contrôle. Ibrahima Souri Diabagadé, cela va nous amener à un sujet très rapide avant qu'on ne passe aux légitimités, à la journée consacrée aux légitimités traditionnelles. On va parler rapidement du casque, le port du casque. Ça devient obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Et les gens ne veulent pas, beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler du port du casque. Oui, ça a toujours été ainsi dans ce pays. Je crois que depuis les années 75, depuis les années 75, en venant vers les années 80 jusqu'à 90, ça a toujours été ainsi. On sait que les présidents ATT, les présidents IBK aussi ont tenté de rendre exigible le port du casque et ça a été un casse-tête. Donc, et ça n'a pas du tout, je peux même dire que ça a été un échec. Le peuple, la population n'a pas suivi. Certains ont dit que le prix des casques est trop élevé. Et cette fois-ci aussi, où le contexte vraiment est un contexte assez particulier, où les gens mettent en avant en tout cas beaucoup d'arguments. Certains parlent de la vie chère, d'autres parlent également du fait que nos routes ne sont pas du tout vraiment praticables. Alors, les routes ne sont pas bonnes, donc on ne porte pas de casque, c'est ça? Ils disent que mais c'est quand même suicidaire. Un thème de réflexion de mon point de vue. Parce que si on dit aujourd'hui que les routes ne sont pas bonnes, qu'on ne porte pas de casque, et en cas d'accident, et que l'on y perde la vie, est-ce qu'on parlera encore de mauvais état de la route? Parce que là, la personne qui va décéder ne sera plus de ce monde. Donc moi je me dis, comme on le dit en Bamanankan, comme on dit, c'est quoi Chilendo. Donc, mais bien sûr, donc cela veut dire quoi? Est-ce qu'on doit refuser de porter les casques au motif que les routes sont en mauvais état? Alors ça je ne pense pas que cela soit vraiment une réflexion, en tout cas rationnelle de mon point de vue. Mais une chose est sûre, il faudrait d'abord que l'on énumère déjà les causes, c'est-à-dire que des accidents sur la route. Donc on parle de non-respect du code de la route, on parle d'excès de vitesse. Ça aussi ça rentre dans le non-respect du code de la route. Il y a également l'état dégradé aussi des routes qui sont là. Donc il y a aussi le fait que les gens aussi même se comportent mal sur la route, c'est-à-dire que l'incivisme sur la route. Donc tout cela, mis bout à bout, quand même, se constitue des sources d'accidents dans notre pays. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai, la campagne aujourd'hui, quand on a suivi le ministre des Transports sur le RTM, parler de ces sujets, elle a dit vers la fin que, on va essayer d'atténuer un peu les caractères exigibles et obligatoires, et qu'on va mettre l'accent sur la sensibilisation. Ah, ok. Donc, ça veut dire que l'État recule, c'est ça? Je ne dis pas, je crois que je ne parlerai pas de recul, mais moi je parlerai plutôt que l'État, comment je veux dire, a mieux reculé pour mieux sauter de mon point de vue, parce que ce serait quand même
dommage si on venait à exiger cela, à prendre des gens pour prendre l'argent avec eux sur la route pour ceux qui ne portent pas et remorquer c'est-à-dire que la moto, les engins des gens. Donc ça peut être source de tension, Ibou. Il faut reconnaître cela. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on est un peu réfractaire au changement. Oui. Et les réformes là, c'est pas seulement au Mali, même quand tu vas en France ou ailleurs dans les grandes démocraties, quand on veut faire des réformes, on est toujours buté à des obstacles. C'est ça. Il faut savoir surmonter les obstacles avec intelligence. Quand on essaye, je sais que déjà, si l'initiative est accompagnée par les autorités, et je vois déjà que dans certains ministères, déjà, on est en train de distribuer des casques aux travailleurs de ces ministères-là pour pouvoir sensibiliser la population. Et je suis sûr qu'il y a des gens de bonne volonté qui vont même faire des dons de casques aussi, qui vont donner des casques gratuitement aux gens. Je crois que quand on essaye d'aller mono avec cette stratégie, les gens peuvent adhérer à la chose. Mais vouloir l'imposer aux gens, quitte à dire, enfin, en leur disant si on te prend que tu n'as pas de casque, on va amener la moto à la fourrière et toi-même on va te faire payer une contravention. Donc ça peut être source de tension, surtout qu'aujourd'hui, et voilà, il faut vraiment être extrêmement prudent. Ouais. Extrêmement prudent. Voilà. Donc, je crois que, peut-être certains diront que l'État a reculé, mais moi, je pense que c'est comme si l'État a pris une disposition raisonnable, beaucoup plus raisonnable, une attitude beaucoup plus raisonnable pour ne vraiment pas heurter la sensibilité des gens et des autres. De mon point de vue. Certains disent que la vie est chère, mais lorsqu'on leur offre un casque, eh bien, ils ne le portent pas. Comment comprendre cela? Alors là, il n'y a pas de solution pour ceux-ci-là. Ceux-ci ont décidé de rester maîtres de leur vie. En se disant que si je fais un accident, si je meurs, c'est mon problème. C'est le problème de mes parents, c'est pas le problème de l'État. Parce que moi, je paraphrase en tout cas de cette manière. Si ceux qui évoquent la cherté de la vie, qui disent que le prix des casques est cher sur le marché et qu'on ne peut pas s'approvisionner sur le marché parce que c'est cher et que certains même aient la possibilité d'avoir ce même casque gratuitement mais qui refusent de le porter. Mais là, il n'y a pas de solution pour ces gens-là, quand même, de mon point de vue. Voilà, ça veut dire qu'à eux, on ne doit même pas proposer de casque. C'est compliqué. En tout cas, au Burkina Faso, le casque est porté. Le Burkina, les Burkinabés portent le casque. Si je ne me trompe pas, au Sénégal aussi on le porte. En Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de pays autour de nous qui le portent quand même. Et nous, on n'y arrive pas. Voilà, chez nous, on n'arrive pas pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Tu sais, quand l'État est faible, ça donne voix à toutes ces choses-là. Mais quand on est dans un État fort, un État qui s'est imposé, c'est vrai, on dit quand l'État est fort aussi, ça peut aussi constituer un danger pour nous, mais quand on a un État très affaibli, donc quand on prend ces genres de mesures-là, l'application devient un problème sur le terrain. Sinon, le Burkina, on a pu le faire au Sénégal. Pareil, au Mali, certainement, l'approche n'est pas bonne. Il faut une meilleure approche. Il faut sensibiliser davantage les gens. Il faut aussi avoir des mesures d'accompagnement, de mon point de vue. Je sais qu'il y a certains qui aimeraient porter le casque, mais ils n'ont pas les moyens de se le procurer. Il y en a. Bon, ça peut paraître paradoxal. Certains disent non. De pouvoir payer une moto et de ne pas pouvoir payer un casque. Je crois qu'à ce niveau, on doit exiger à partir de cet instant qu'aucune moto ne soit vendue sans casque. Ça, c'est déjà la première mesure. Oui, c'est vrai. Parce que selon ce que le ministre a dit sur le plateau de l'ORTM, après investigation, il est revenu que chaque moto vendue vient avec son casque. Mais les vendeurs vendent le casque à part, c'est ça? Voilà, ils vendent les casques à part. Pour avoir de l'argent encore sur le prix du casque. Justement. Donc, moi, je crois qu'on doit commencer d'abord par exiger cela. Et en plus, quand on va exiger les casques, il faudrait aussi que l'on exige les rétroviseurs. Et pourquoi? De mon point de vue, c'est des choses qui vont ensemble. Parce que tu sais, il y a certains casques là. Tu as vu, il y a certains casques quand on les porte là, même quand on veut tourner la tête là. Parce qu'on est obligé de tourner la tête pour regarder.
Ou alors il y a certains casques, quand on les porte, on n'entend peut-être pas le bruit du moteur qui nous suit directement. Mais est-ce que ça, c'est pas ceux qui n'ont jamais porté le casque qui disent cela? Sinon, pour nous qui avons déjà porté des casques, qui a toujours porté des casques, Oui. franchement, Oui. quand on porte un casque, on n'a aucun problème de tourner la tête, tourner, regarder derrière. On a vraiment absolument aucun problème. Mais est-ce que une moto même doit circuler sans rétroviseur? C'est vrai Moi, que c'est la question. c'est vrai que c'est un je me pose dispositif. d'abord. C'est vrai que c'est un dispositif qui, même quand on le met, on s'est Oui. rendu compte que même lorsqu'on met ce dispositif de rétroviseur, bah, les gens préfèrent se retourner pour regarder parce que C'est une habitude. le rétroviseur donne un angle tellement petit, on n'a pas, en fait, on n'a pas confiance à ça, en fait. Ça me rappelle, Ouais, c'est un réflexe, quoi. Ça me On est rappelle- déjà habitué. c'est ça. Oui. Ça me rappelle un collègue, et là c'est juste entre parenthèses, il y a un collègue à moi qui, je crois, il est parti une fois en France, et on l'a fait monter sur un pylône, parce qu'il Oui. il devait monter pour fixer une antenne et tout. Et là, il paraît que le Français qui lui apprenait, il lui a dit, bon écoutez, c'est bon, on t'a mis la corde et tout, la corde elle est attachée au pylône, donc tu peux enlever tes mains, quoi, tu lâches, c'est-à-dire tu peux le lâcher. Et il dit non, lui il lâche pas. On dit non, lui la corde est plus solide que ta main. Alors le monsieur se voit à 40-50 mètres en haut. Il dit, mais attends, si lui il lâche là, on dit non, mais il y a le harnais, il y a le mousqueton, il y a la corde qui fait un gros diamètre, il n'y a rien à faire, tu risques rien. Il dit que lui, il ne lâche pas, il lâche pas de ses mains. Non, il lâche pas, il n'est pas en sécurité. Il paraît qu'il n'a pas lâché, bien qu'il avait la corde. Oui. Mais c'est pareil pour les conducteurs de véhicules, ceux qui sont dans les voitures, qui ont les rétroviseurs. Mais combien d'entre nous utilisent même les rétroviseurs? C'est vrai. Mais moi, personnellement, je ne suis à l'aise que quand je regarde dans les rétroviseurs. Ça, c'est comme moi. Voilà. Mais il y a certains qui préfèrent se tourner carrément. Oui. Bah, ça peut même donner des douleurs au cou, quoi. Tu vois? Ça, Donc, c'est même un peu dangereux. Tout est question d'habitude, quoi. Sinon, rétroviseur central et les deux de côté, en principe, quand on avance, il n'y a aucun souci. Et même quand on va en arrière, ça va. D'accord, Ibrahim Diabaté, donc on verra bien le 1er janvier. Ce qu'ils vont faire, c'est peut-être un moyen aussi de mettre un peu la pression sur les gens. Et puis le jour J, ils vont dire, bon, c'est bon, on va proroger les 3 mois ou les 6 mois. Peut-être ça va permettre de... Mais quand même, ils peuvent commencer déjà à exiger cela dans les ministères, les mototaxis, les tricycles. Et tout ceci, ils peuvent essayer de leur mettre un peu de pression pour que ceci au moins le fasse. Et comme tu l'as si bien dit, les vendeurs de motos qui vendent les motos, qu'aucune moto ne soit vendue sans casque. Ibrahim Diabaté, une journée a été dédiée aux légitimités traditionnelles, notre dernier sujet. Oui. Alors, t'en penses quoi? Alors, moi, je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative parce que ça fait que c'est une manière de mettre en exergue le rôle que les légitimités traditionnelles jouent dans notre société, et les autorités coutumières, donc c'est les deux. Parce que il faut reconnaître qu'ils sont les premiers qui sont au contact avec les communautés. Donc, et je crois que l'État, sa politique, c'est de les considérer comme les premiers remparts, c'est de les considérer comme les premiers représentants de l'État auprès des communautés. Parce que même quand un conflit éclate tout de suite ou un problème éclate dans le village, en tout cas, ils sont les premiers sollicités. Absolument. Avant que l'affaire n'arrive à la mairie ou que l'affaire ne se retrouve au niveau du tribunal. C'est vrai. Donc si eux, ils sont valorisés, parce que c'est comme s'ils avaient été un peu oubliés de mon point de vue, et c'est aussi une manière pour l'État de leur redonner encore ce pouvoir qui les a tous, c'est-à-dire qui était à eux, mais qui leur a été retiré avec l'avènement de la démocratie, voilà, et tout le reste. Sinon, un chef de village n'était pas n'importe qui dans le passé. Alors aujourd'hui, moi je crois que dédier une journée aux légitimités traditionnelles, c'est quand même valoriser ces légitimités-là, c'est les envoyer surtout en mission. En mission cette fois-ci de l'État, parce qu'ils ont reçu des insignes de l'État. Certains ont reçu, on a donné également le drapeau de l'État. Donc ça, c'est vraiment les emblèmes de l'État. Et moi, je crois que on les appelle à plus de responsabilité
et également aussi que les uns et les autres comprennent qu'ils ne sont pas n'importe qui dans notre architecture sociétale et que voilà, que s'ils jouent pleinement leur rôle, il y a beaucoup de problèmes qui seront maîtrisés et réglés et localement sans que ces affaires-là ne soient portées devant la justice. D'accord, mais qu'est-ce qui devrait changer désormais? Qu'est-ce qui devrait changer maintenant avec ces légitimités qui sont valorisées maintenant? C'est que les légitimités devraient changer. Dans leur approche. Non, c'est plutôt d'ailleurs les populations même qui doivent savoir que quand il y a des problèmes, quand des problèmes surviennent, donc ils sont les premiers à être saisis. Parce qu'aujourd'hui, l'État est là. C'est comme s'ils sont comme des ambassadeurs de l'État. Voilà, donc auprès des communautés. Donc là, c'est une manière de les envoyer. C'est comme on le dit comme Mara Seguiso. Mara Seguiso sous-entend quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas tout laisser à l'administration. Il y a déjà nos légitimités, nos mécanismes traditionnels qui sont là. Les gestions des crises, c'est vrai qu'à un certain moment donné, bon, les légitimités même ont manqué de légitimité. Ça peut être du pléonasme, mais ça a tout son sens. Et quand une légitimité n'a plus de légitimité ou alors s'il n'est plus respecté, donc là, franchement, on ne peut pas dire qu'on va la saisir par rapport à un problème, quoi que ce soit. Voilà, donc il faudrait que les uns et les autres aussi comprennent déjà que on n'a pas à amener tout devant l'administration, tout devant la justice. Je crois que ça va amener un changement de comportement, forcément, parce que je vois déjà qu'ils sont conviés à pas mal de rencontres. C'est bien. Aussi, oui. Quand il y a des rencontres au niveau, par exemple, moi je suis dans une commune, quand il y a une rencontre au niveau communal, ils sont appelés. Quand il y a une rencontre au niveau du cercle, ils sont également appelés. Et même quand il y a une rencontre de haut niveau, au niveau de la région, ils sont invités. Donc eux, ils sont obligés. Maintenant, ils jouent le rôle de relais, ils écoutent. Et ils font maintenant viennent faire un compte rendu. Et donc, s'il y a un retour, déjà, ça veut dire que ça met au moins au même niveau d'information les uns et les autres. Parce qu'il se pourrait que l'État prenne aujourd'hui une mesure qui n'est pas connue des populations à la base, c'est-à-dire que les communautés. Mais si le chef des villages est associé à la démarche, alors lui, dans son vestiaire, donc il a la possibilité d'appeler ses conseillers, de discuter de ces sujets et de donner l'information à la population. Donc là, au moins, ça met les gens au même niveau d'information. D'accord. Donc ça veut peut-être dire que c'est la raison pour laquelle... Donc ils risquent ils vont peut-être avoir des postes au niveau du Haut Conseil de la Nation, c'est ça? Possible. Je crois que c'est un prélude même à ça, de mon point de vue. Exactement. Parce que ce sont quand même eux qui répondent à ces profils-là. Mais on va préciser que le Haut Conseil de la Nation, c'est une chambre qui sera ajoutée au Parlement, et disons à l'Assemblée nationale, c'est ça. Donc il y aura l'Assemblée et en fait, donc au niveau du Parlement, il y aura deux chambres, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a une chambre qui est l'Assemblée nationale, c'est ça, et les députés, et l'autre chambre, c'est le Haut Conseil de la Nation, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelle, je pense. Voilà, et la réunion des deux, c'est-à-dire que donne le Parlement. Voilà, c'est la réunion des deux qui constitue le Parlement. Voilà, et donc ça veut dire que le Haut Conseil national, dans d'autres pays, l'appellation c'est le Sénat. Voilà, c'est le Sénat. Et là, c'est important, pourquoi? Parce que ça veut dire que ces légitimités traditionnelles, ces chefs de village, ces garants de nos traditions seront ces religieux, chrétiens, musulmans, etc. Tous ceux-ci seront dans ce haut conseil de la nation, et ça va permettre qu'ils s'impliquent dans la destinée de leur pays, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Je crois que c'est un prélude à ça. Le fait de dédier une journée carrément à ces légitimités, je crois que c'est un prélude à la formation enfin, si le projet de constitution venait à passer au référendum. Donc déjà, on aura déjà mis les balises, quoi. Ouais, c'est ça. Ibrahim Diabaté, merci beaucoup pour ton intervention. Merci et à bientôt. Je vous en prie, c'est moi qui